Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi. Nous sommes le 7 novembre. Tout de suite, je voudrais vous souhaiter la bienvenue si vous êtes nouveau sur ce canal, Yodam. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal d'abonnements là, ces dernières semaines avec les vidéos sur l'astro, aussi sur celle de la loi de l'alignement. Donc je voulais vous remercier pour votre confiance, votre temps d'écoute. Je sais qu'il y a une quantité pharaonique de vidéos, donc savoir laquelle écouter, se dire qu'on va prendre un quart d'heure, une demi-heure, une heure de son temps, c'est pas rien. Donc je vous remercie et donc je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau sur ce canal, donc vous verrez qu'on va toujours parler de spiritualité, de développement personnel, de psychologie profonde, d'énergie, de notre rapport au réel, aux émotions, aux énergies en mouvement donc. Et pour cette vidéo, justement, pour le public aussi qui me connaît un petit peu depuis plus longtemps, ce sera peut-être un nouveau ton. Alors, non, pas un nouveau ton, mais une nouvelle approche parce que ça fait un moment que j'y réfléchis. Je vous avais dit que je travaillais là sur des nouveaux formats et des nouveaux sujets. Et effectivement, ce qui m'intéresserait là maintenant, c'est de vous parler un petit peu plus, toujours dans cette idée de spiritualité au sens large, mais vous allez voir comment je le conçois et comment je l'amène. Je voudrais qu'on parle de psychologie et de dynamique relationnelle, vraiment entre le masculin, le féminin, entre l'homme, la femme, entre ces histoires de polarité intérieure, entre le yin et le yang que porte l'homme, le yin et le yang que porte la femme, parce que finalement, la spiritualité, la manière que j'ai souvent eu de vous la présenter, et c'est comme ça que je le vois, c'est avant tout l'usage que l'on fait de notre esprit. Hein. Spiritualité, spiritus, c'est notre rapport mental, émotionnel, donc psychique, au réel et au spirituel, c'est-à-dire à l'invisible, au transcendant. Comment est-ce qu'on vit notre rapport au transcendant, à ce qui nous dépasse, à ce qui est plus grand que nous, mais nous sommes néanmoins dans un monde de matière, un monde de physique réel, bien que la physique quantique nous dit que ce monde est peut-être fait de vide et qu'il n'est pas réel au sens justement que la physique peut l'entendre, mais il y a un rapport au réel. Hein. On a besoin de sécurité, on a besoin de manger, on a besoin de se protéger, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir des interactions humaines. Voilà, tout ça c'est le réel, c'est vraiment les contingences de la vie humaine qui font qu'on ne peut pas, dans la spiritualité, faire l'économie de ses besoins essentiels, de ses besoins fondamentaux. C'est pour ça que j'ai souvent d'ailleurs critiqué, je l'ai dit hein, en ces mots, j'ai critiqué les apports du New Age, ou en tout cas certains apports. Il y a eu du bon et il y a eu vraiment aussi beaucoup de mauvaises choses qui ont eu tendance à nous déconnecter de notre sphère humaine, de nos besoins physiques, de nos besoins émotionnels, de notre rapport à la réalité avec les dynamiques sociales, humaines. Ça a pu nous retrancher dans de l'isolement, dans une forme d'autisme avec le principe de réalité, de déni. Et donc c'est pour ça que j'aime bien revenir à des choses concrètes. Et dans ces choses concrètes, il y a tout le volet, si vous voulez, de la psychologie profonde humaine, de notre manière de gérer le psychisme, c'est-à-dire notre rapport au mental, au monde des idées, à la sphère de la logique, du raisonnement, au fonctionnement du cerveau, hein, pour le dire très simplement. Ce cerveau qui, en fin de compte, n'est jamais qu'une interface entre les signaux du corps, donc le rapport au réel, c'est ça que j'appelle le réel ici, et quelque chose de transcendant qui cherche aussi à nous guider. Ça, je le vois beaucoup grâce à l'astrologie, à la trajectoire de l'âme dans ce monde, dans cette matrice terrestre. Et donc le cerveau, ben, il est là, si vous voulez, pour décoder des impulsions qui viennent de plus haut, que notre cerveau donc va traduire sous forme de fréquences, qui va ensuite traduire sous forme d'idées, d'impressions, et que dans notre corps, on va ressentir sous forme d'émotions, d'intuition, d'instinct. Et puis dans l'autre sens, je dirais tout ce qui monte de nos profondeurs, ces fameuses parts cachées, ces obscurités, ce monde psychologique profond, la version jungienne hein, de la psychanalyse, vous savez. Mais tout ça aussi, ça monte, je dirais, au cerveau et ça génère une activité donc électrique dans notre cerveau. C'est ça l'électromagnétisme qui ensuite façonne, colore notre aura et qui, par effet de résonance, c'est ce que j'ai appelé la loi de l'alignement. Enfin, ce que j'ai appelé, c'est pas moi qui ai inventé ce nom-là, mais c'était la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines sur la loi de l'alignement, où je reviens là-dessus, sur comment finalement le monde, l'univers, la vie se fait miroir de nos états intérieurs, parce que cette fréquence que nous émettons par l'activité cérébrale est magnétique, liée aux émotions, liée au cœur,
fait que nous générons un champ d'information et que magnétiquement, nous attirons la correspondance de cette signature électrique, électromagnétique. Donc vous voyez, comprendre la psychologie profonde, c'est pas juste un truc pour les psychologues, c'est pas juste un truc d'intello ou pour des gens qui seraient que dans le mental, c'est en fait comprendre l'interface profondément entre la spiritualité et la réalité, le monde matériel, le monde spirituel. Et j'aime bien remettre du bon sens, même si j'ai pas le monopole du bon sens, on est bien d'accord, mais essayer de vous montrer les mécanismes entre les deux. Et aujourd'hui, donc, excusez-moi pour l'intro un petit peu longue, mais aujourd'hui, on va explorer justement une dynamique relationnelle, euh, alors qui n'est pas méconnue, hein, mais peut-être qui passe un peu trop à l'as, en tout cas dans la communauté spirituelle, je trouve. C'est cette difficulté qu'ont certains hommes, et je vais parler des hommes aujourd'hui plus que des femmes, enfin on va parler des deux en réalité, mais je choisis toujours des sujets en lien avec mes retours d'expérience dans les consultations, en lien avec ma propre expérience. Et là, si vous voulez, j'ai eu beaucoup de signaux, encore une fois, hein, c'est comme ça que je marche, je prends les signaux, je suis comme vous, je suis une antenne, je vois ce qui vient à moi, et puis après, je laisse infuser, et puis je me dis, tiens, là, il y a peut-être un sujet, effectivement. Si plusieurs fois on vient toquer à ma porte sous cet angle-là, c'est qu'il y a un truc à dire. Et donc là, on va parler un peu plus des hommes et de la difficulté qu'ont certains hommes, toutes catégories d'âge confondues, à accueillir l'expression émotionnelle au sein du couple. Voilà, le sujet est lancé, hein, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, c'est de ça dont j'aimerais parler aussi à l'avenir un petit peu plus, et notamment avec Com, mon épouse, parce que c'est une dynamique, je pense, qui manque beaucoup au sein des vidéos et peut-être aussi dans la transmission, c'est la dynamique du couple. On voit beaucoup d'hommes qui parlent, beaucoup de femmes qui parlent, on n'en voit pas beaucoup qui parlent ensemble, et puis on n'en voit pas beaucoup qui partagent un regard commun, à la fois spirituel, mais aussi un chemin de vie commun sur l'accompagnement, la thérapie. Voilà, et c'est ça que nous faisons, Com et moi. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à vous proposer des nouvelles vidéos, parce que je voulais voir avec elle comment on allait vous proposer ce contenu. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo seule, mais je pense que peut-être ce week-end, on va voir ce dimanche, on sera le 8-9, le 9, on va voir. On va peut-être essayer d'en faire une à deux pour lancer cette dynamique. Et là, aujourd'hui, sur cette idée-là de psychologie individuelle, on va regarder chez les hommes comment, comment cela fragilise le lien, cette difficulté à vivre l'expression émotionnelle dans le couple, comment ça fragilise le lien, non par manque d'amour, parce que c'est pas la question, c'est pas de savoir est-ce que on aime vraiment son. Je vais exclure ça en partant de base que l'amour est là. Bien sûr, si l'amour n'y est pas, je dirais que c'est même pas le sujet de la vidéo dans ce cas-là, mais quand il y a de l'amour, qu'on s'aime vraiment, mais qu'on se sent handicapé émotionnellement, on va voir ce que cette immaturité émotionnelle amène comme difficulté, mais surtout ce qu'elle cache comme mécanisme de protection inconscient. Parce que on est vraiment ici, je vous le disais, à la jonction entre l'individuel et l'universel, entre le personnel et le transpersonnel. C'est-à-dire que l'objectif dans cette vidéo, ça va pas être de blâmer qui que ce soit ou d'idéaliser non plus un sexe par rapport à un autre, de dire les hommes, gna gna, les femmes, gna gna gna. C'est pas ça du tout. Il s'agit au contraire de comprendre les structures psychologiques, relationnelles, neuro-émotionnelles qui sont en jeu derrière ces situations pour permettre plus de conscience, donc, hein, puisque c'est quand même l'angle aussi de cette chaîne YouTube, d'amener de la lumière, de la conscience, pour pouvoir agir en son âme et conscience, et aussi vous amener à peut-être prendre vos responsabilités, parce que de manière générale, des hommes, des femmes matures, mûrs émotionnellement, sont des gens responsables qui ont la capacité donc d'affirmer leurs besoins, mais aussi de mener des actions en lien avec leur être profond, c'est-à-dire d'être souverain, finalement d'être souverain. Et Dieu sait, laissons Dieu en dehors de ça, mais on sait bien qu'aujourd'hui, dans le monde qu'on traverse, qu'on connaît en 2025, la question de la souveraineté, de l'autonomie et de l'indépendance, elle est capitale sur tous les plans de la vie humaine. Tous. Donc c'est ça qu'on va voir et je vais tout de suite commencer. On va aller regarder ça tout d'abord avec cette idée de fermeture émotionnelle, de voir quand est-ce qu'elle apparaît, comment elle apparaît, et en particulier pour l'homme. Donc, parce que c'est vrai que dans certaines relations, lorsqu'une femme, voilà, on rentre dans le sujet, lorsqu'une femme exprime un besoin émotionnel ou une vulnérabilité,
et les femmes ont beaucoup plus de capacité à être en connexion, en lien avec leur monde intérieur. Donc c'est elles qui vont initier, bien plus souvent. Et elles vont initier un besoin de conversation, d'échange. Donc elles vont provoquer un lien émotionnel, exprimer une vulnérabilité, un désir, un besoin. Et là, il se trouve que l'homme se ferme à ce moment-là. Très souvent, l'homme se ferme. Alors, vous m'excuserez si vous trouvez qu'il y a des caricatures ou si tous les hommes ne sont pas comme ça. Bien sûr que non, tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais si moi, dans mes consultations, je le vois, si autour de moi, dans ma vie d'être humain social, c'est-à-dire au sein de mes amis, des gens que je côtoie, ou si je vois que ça arrive, c'est qu'il y a un sujet. Et là, le sujet, c'est plutôt de regarder là où ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, c'est parce que l'homme, quand l'homme se ferme, c'est souvent non pas qu'il ne tienne pas à la relation, hein, je vous ai dit, on ne va pas aller voir ça, mais c'est parce qu'en fait, il ne dispose pas d'un espace interne, intime, qui est suffisamment stable pour pouvoir accueillir l'information que lui envoie sa femme, que lui envoie sa partenaire, que lui envoie le féminin, si vous voulez. Et donc, quelle est la réaction type que vous allez voir? Ça va être la réaction de défense, réaction de silence peut-être, on va se mettre en mutisme, réaction de retrait. L'homme, il a très souvent tendance à aller faire son sport, à aller voir ses copains, à aller s'isoler dans une pièce, à aller faire sa musique, son sport, son bricolage. En tout cas, défense, retrait, silence, j'ai envie de vous dire dans le meilleur des cas. Et quand c'est plus chaud, quand c'est plus touchy, là, ça va être vraiment l'hémisphère gauche, le mental analytique qui prend le relais et qui va vouloir se justifier. Donc on rentre dans de la justification. Et puis quand ça devient effectivement niveau touchy, high level, là c'est irritabilité ou agressivité émotionnelle. Ce que les Anglais appellent le mode passive-aggressive, mais en fait c'est de l'agressivité qui est pas directe, hein. Je ne parle pas de coups, de blessures et de violence. On n'est pas dans ce schéma de... Là c'est beaucoup plus grave et on parle d'autre chose. Là je vous parle d'une forme d'irritabilité qui peut aller jusqu'à une agression verbale, émotionnelle, où on se sent attaqué, donc on agresse en retour. Et ça, ici, comprenez que c'est pas un défaut moral de l'homme, c'est surtout et avant tout un mode de survie émotionnelle. Et c'est de ça dont je vais parler maintenant ici, ce mode de survie émotionnelle. C'est que il faut bien comprendre que c'est un mécanisme qui est issu du développement affectif. Donc qui est issu d'un passé, non pas antérieur, hein, là je ne parle pas de vie antérieure, je parle vraiment du développement de l'individu, de la structuration de l'être humain dans ses premières années, dans sa prime enfance, parce que dans la majorité des cas, il existe un point d'origine très concret à ces attitudes. Évidemment, c'est l'enfance, hein. Je vais pas, on enfonce des portes ouvertes, mais il faut le redire et expliquer. C'est-à-dire que l'enfant intérieur n'a pas reçu un cadre émotionnel qui était suffisamment sécurisant pour apprendre à ressentir, à nommer et à réguler ses propres émotions. Et si vous ne l'avez jamais entendu, je le redis ici, c'est des choses qui sont maintenant connues et qui se comprennent d'ailleurs. Mais toute la structuration psychique de l'être humain va se faire dans les premières années de vie. Et elle va se faire notamment entre, j'ai envie de dire, du moment de la naissance et même déjà dans la vie intra-utérine. Mais bon, là, dans la vie intra-utérine, ce sont surtout des fréquences et des informations cellulaires que l'enfant va ingurgiter, littéralement pour le coup, au niveau du placenta. Et ça va créer, si vous voulez, des signatures cellulaires dans les hormones que génère, que sécrète la femme, la maman. Donc là, c'est totalement subconscient. Mais là où ça vient s'ancrer de manière beaucoup plus mimétique, c'est entre 0 et 7 ans. Quand l'enfant est au contact des parents, c'est là où en fait il copie, il observe, il voit comment on fait pour avoir de l'attention, pour avoir de l'amour, pour être reconnu, pour etc. Et donc c'est là, c'est dans cette tranche d'âge 0-7 ans que tout se joue. Et, et quand on fait référence aujourd'hui à l'enfant intérieur, c'est pas un truc, c'est pas une image abstraite. En fait, on fait vraiment appel à vous, à qui vous étiez enfant de 0 à 7 ans. Parce que cet enfant-là, selon comment il a été façonné, moulé, conditionné, il va définir votre rapport d'adulte à l'émotionnel et à votre psychisme, à votre manière de penser, à votre manière d'agir ou de réagir, les fameuses réactions émotionnelles. Parce que le cerveau, lui, dans cette période, il aura appris que ressentir, c'était dangereux. Il aura appris que la vulnérabilité, c'était une menace. Il aura appris que l'émotion, ça signifiait perdre le contrôle d'une situation.
Et donc au final, être aimé, eh bien, c'était soit être conforme aux attentes de l'autre, soit être performant. Combien de fois j'ai vu, et moi aussi, là, à titre personnel, sans vous dévoiler des pans de ma vie, mais en tant qu'enfant, j'avais bien compris que avoir des bonnes notes à l'école, c'était important pour avoir une récompense ou pour être admiré, reconnu, aimé. Mais c'est un truc qu'on retrouve chez tellement d'enfants, le fait que si on est conforme, soit bien sage, obéit, fais ce que maman a dit, fais ce que papa a dit. Si on se conforme, on a une récompense, on est aimé. Et si on est performant, si on a des bonnes notes à l'école, si on est le meilleur en sport, si on est le premier dans une discipline artistique ou autre, qu'on a un prix, machin, on est aimé. Donc être aimé égale être performant ou se conformer. Et ça, il faut bien comprendre que pour survivre psychologiquement, parce que de 0 à 7 ans, on n'a pas encore élaboré une structure très, très performante de psychologie, donc on est avant tout dans l'instinct de survie. L'enfant, il a besoin de survivre. Et donc, il va faire quoi s'il a reçu ça comme information? Il va se couper de son monde intérieur. Parce qu'il va être en référence extérieure, conformité, performance. Il va donc voir quelles sont les attentes de ces deux référents que sont ses parents, et après, par extension, le professeur des écoles ou la maîtresse d'école, les copains, etc. Mais par extension, des deux modèles que sont les parents. Et pour survivre psychologiquement, l'enfant a appris qu'il devait ou qu'il fallait se couper de son monde intérieur. Et il y a donc une première dissociation douce qui s'opère pour être socialement acceptable, mais qui va bien sûr être très coûteuse pour l'intimité de l'adulte. Et je dis ici dissociation douce parce que vous savez comme moi qu'il y a des situations dramatiques où la dissociation n'est pas douce, notamment dans les cas des sévices, des abus, des traumatismes infligés à l'enfance, dans les programmes de conditionnement. Euh, il y a des choses terribles, vraiment atroces, horribles qui sont faites. Et là, on parle bien de fractures psychologiques, de fractures psychiques qui sont opérés. Alors là, après, c'est des sujets glauques, mais à savoir, est-ce que ce sont des enfants qui ont été euh, récupérés au sein de réseaux et qu'on fracture pour en faire des agents? Est-ce qu'on en fait des esclaves sexuels, des choses comme ça? Enfin, ça va très très loin et malheureusement, le sujet est brûlant, surtout en France. Mais je ferme la parenthèse que je veux pas parler de ça ici. Je vous dis juste que donc il y a des niveaux de dissonance, des niveaux de fracture. Là, je viens juste d'évoquer les niveaux les plus élevés, les plus intenses, les plus horribles. Mais un niveau plus doux, voilà, on revient à des choses moins dark, à un niveau plus doux et beaucoup plus commun, bah, cette dissonance douce, elle commence très tôt, quand pour être accepté socialement, dans ce processus d'individuation, eh bien, on comprend qu'il va falloir se couper de ses émotions si on veut être aimé et reconnu. Donc, on va se forger une identité, j'ai envie de vous dire double là-dessus, mais qui va être très coûteuse dans le temps. Parce que l'individu, l'homme adulte, qui se sera euh, forgé une identité là-dessus, eh bien, va finalement grandir dans une forme d'immaturité émotionnelle et d'attachement excessif à l'autre. Et donc, c'est mon troisième point ici, c'est de vous expliquer effectivement ce qu'est l'immaturité émotionnelle et l'attachement. Parce que à l'âge adulte, tout ce que je viens de vous décrire, ça va se traduire comment? Bah, de manière très simple. Pas très simple, c'est pas simple en réalité, mais je veux dire, si on l'analyse simplement, ça se traduit par de la confusion entre émotion et agression. L'homme, le bonhomme, quand il ressent de l'émotion, s'il n'a pas été au contact de ses émotions avant, il pense que c'est une agression. Émotion égale énergie en mouvement. Quand on reçoit de l'énergie de l'autre, parce que l'autre nous demande quelque chose ou qu'il nous sollicite, en fait, il envoie une énergie vers nous. Cette énergie nous traverse, elle se met en mouvement en nous, et ça crée de l'émotion. Mais si on n'a jamais appris à les reconnaître, nos émotions, on prend ça comme une flèche, comme un coup de poing ou comme une attaque, et donc on confond émotion et agression. Il peut aussi y avoir une forme d'attachement anxieux ou évitant par rapport à l'autre. Il peut y avoir aussi, très classique, hein, la peur du rejet ou de l'abandon. Si l'autre ne s'intéresse pas à moi, c'est qu'il me rejette, je me sens abandonné. Enfin, c'est- sur des petites choses, il peut y avoir un tas d'ennuis derrière qui sont extrêmement complexes et longs. Et puis aussi une incapacité à contenir l'autre. Puisqu'on ne sait pas déjà se gérer soi, on ne peut pas contenir l'autre, on ne peut pas l'accueillir.
Et donc tout ça fait qu'il y a une hypersensibilité à la critique. Parfois, c'est même d'ailleurs pas de la critique, c'est juste une remarque. Ça peut être un regard, ça peut être un sourire, ça peut être même une expression corporelle qu'on voit chez l'autre et qui redéclenche le souvenir d'expressions corporelles de notre mère ou de notre père et qui fait que sans que notre partenaire, en l'occurrence notre femme, parce que je le rappelle, je m'adresse surtout aux hommes ici, mais sans que la femme ait besoin de dire quoi que ce soit, une, euh, une hypersensibilité à la critique peut être simplement, tiens, t'as haussé le sourcil, tiens, t'as fait un sourire en coin, tiens, tu m'as regardé, et pouf, ça déclenche un truc. Et ça, en fait, ce sont des dépendances affectives masquées par un discours de contrôle et de rationalité. Oui, mais en fait, tu comprends. Et là, on peut arriver à des choses assez tordues, effectivement, dans ce que j'avais identifié dans une autre vidéo qu'on appelle le gaslighting. C'est un mot anglais, mais en fait qui veut dire c'est l'inversion accusatoire, si vous voulez. On fait passer l'autre pour fou, on le fait passer pour responsable. On lui dit que c'est l'autre qui a un souci, parce qu'en fait, on n'est soi-même pas capable de gérer ce qui nous arrive, et donc on fait porter le chapeau à l'autre en lui disant mais non, c'est toi, c'est de ta faute. Euh, et c'est là qu'on arrive à des formes de discours effectivement de contrôle. Et la relation à ce moment-là devient le lieu où se rejoue l'enfance. On est dans une relation entre adultes, en tout cas au niveau visible, mais intérieurement, c'est une pièce de théâtre où se rejoue l'enfance. La peur d'être insuffisant, la peur d'être jugé, rejeté, abandonné, etc. La liste peut être très longue. Et vous comprenez, si on continue sur ce mode-là, qu'on en arrive donc à identifier ce qu'est la codépendance, la fusion et le problème qu'il y a avec le processus nécessaire d'individuation. C'est mon quatrième point ici. C'est que souvent, la partenaire, donc là, je le redis, je m'adresse surtout aux hommes. Donc si vous êtes avec votre femme, votre compagne, votre épouse, peu importe la situation de maritale ou non, l'autre, en tant que femme, émotionnellement, la partenaire, elle va être plus consciente. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose de physiologique. Alors c'est sûr que ça va peut-être faire du mal à entendre à certaines personnes, mais la nature n'est pas égale. La nature n'est pas égale. Les arbres ne sont pas tous de corpulence égale. Les animaux ne sont pas tous de force égale. Voilà, la nature n'est pas égale. Pourtant, elle est équitable, mais elle n'est pas égale. Et la nature a voulu que, si vous voulez, le féminin, le principe yin, soit un principe qui est celui de la réceptivité, de l'intuition, de l'émotion, de la profondeur, du monde intérieur. Et donc la femme, en tant que principe yin manifesté, elle a naturellement cette capacité à entrer en phase, en résonance, en profondeur, en abîme avec ses émotions. Et donc c'est vrai que, par extension donc, la partenaire émotionnellement a tendance à être plus consciente et elle va porter la relation. Très souvent, la femme porte la relation. Elle régule, c'est elle qui apaise, qui va expliquer, qui va soutenir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à jouer le rôle de maman, de deuxième maman, et c'est très confortable pour un homme qui a tendance à se laisser porter. C'est pour ça qu'on a cette expression qui est-ce qui porte la culotte. C'est pas une histoire d'argent, c'est bien une histoire d'émotion et de rapport émotionnel, psychologique à l'autre. Et donc, que fait la femme? Elle devient le pilier, malgré elle, dans le couple. Alors, ce fonctionnement, il crée quoi? Alors là, on va parler plus de la femme pour le coup. Bah, il va créer évidemment une charge mentale et émotionnelle unilatérale, c'est évident. Il va créer aussi une perte de spontanéité, puisque il va y avoir ce double rôle, même triple rôle, si la femme, en plus d'être une épouse, doit être une mère pour son homme, mais aussi la mère de ses enfants, et qu'en plus elle travaille et qu'elle donc elle est une femme aux affaires, etc. Donc vous voyez, dans sa main, c'est un jeu de cartes complet qu'elle a, c'est quasiment les 7 familles, elle toute seule. Elle doit avoir toutes les casquettes. Donc perte de spontanéité forcément, puisqu'il faut toujours passer d'un rôle à l'autre. Euh, Fatigue relationnelle mécanique, j'ai envie de vous dire. On ne peut pas être opérationnel sur tous les plans tout le temps, donc ça crée une usure, une fatigue au sein du couple et de la relation. Il peut y avoir aussi un auto-effacement progressif. On s'oublie soi, la femme va s'oublier elle-même dans ses besoins, dans sa nature, dans ce qu'elle est, parce qu'elle est tout le temps à s'occuper de l'autre. Et puis, ça peut créer donc une forme d'hyper-responsabilité émotionnelle qui est délétère dans ce jeu d'autonomie et de responsabilité partagée. Et donc la relation se fige, si vous voulez, à ce moment-là, dans de la codépendance. L'homme s'installe dans un rôle d'enfant
il retrouve son enfant intérieur, mais en fait, il ne le fait pas grandir. Il rejoue l'enfant au sein du couple. Et la femme va rejouer la maman au sein du couple, en plus d'être une femme, et peut-être en plus d'être une maman pour les enfants que le couple a. Et ce qui manque ici, vous comprenez-le, je le redis, c'est important, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour qui est remis en question. Il y a certainement des sentiments profonds, il y a peut-être même une vraie relation d'âme à âme, mais ce qui manque, c'est l'individuation. Deux adultes autonomes, émotionnellement, qui choisissent de se rencontrer, plutôt que deux enfants qui sont blessés et qui se tiennent pour ne pas tomber. C'est ça la maturité émotionnelle. C'est ça le principe d'individuation. Et c'est ça, normalement, dans ce foyer alchimique qu'est le couple, qui doit être vu et développé. Cette capacité euh, à se transformer pour que ce soit les adultes qui se rencontrent et pas deux enfants qui se tiennent avec leurs béquilles pour se réconforter. Et là, maintenant, je voudrais vous faire peut-être une lecture un petit peu plus neuropsychologique de cette analyse, à mi-chemin entre conscience, subconscient, et aussi du rôle qu'entretiennent les hémisphères dans le cerveau. Et c'est là où je vous dis que c'est très important de comprendre la psychologie humaine si on veut être à même d'avoir une vie spirituelle saine et aussi une vie matérielle, relationnelle saine. Parce que et là, je vais vous parler un petit peu de ce que je pratique en méthode Psyché, Psychka en français, mais Psyché en anglais, puisque c'est une technique qui nous vient des États-Unis, qui avait été mise au point par Rob Williams, qui est décédé depuis, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais Psyché, donc la clé du psychisme, ça repose en fait sur la théorie de dominance du cerveau. C'est pas d'ailleurs une théorie, c'est en fait une analyse en neurologique qui montre que le cerveau fonctionne en cohérence, mais avant tout en division hémisphérique, hein, hémisphère gauche, hémisphère droit. Et les résultats de ces recherches ont montré que chaque hémisphère du cerveau tend à se spécialiser et à présider à différentes fonctions, à traiter différents types d'informations, et puis aussi à faire face à différents types de problèmes. C'est comme ça qu'on a pu identifier que l'hémisphère gauche était plus rationnel, analytique, séquentiel, qui pensait de manière logique, en mots, etc. C'est souvent, vous savez, je dis ça dans des vidéos, c'est la liste de courses. Hein, voilà, il faut ça, 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 d'abord ça, puis ensuite ça. C'est nécessaire. Hein, il faut pas le rejeter en disant oh là là, c'est tout pourri, et puis c'est de l'ego. Ça n'a rien à voir. C'est une fonction cérébrale qui est nécessaire. Mais elle n'est pas la seule. Il y a l'autre partie du cerveau, alors a priori ce serait plutôt l'hémisphère droit, qui lui utilise des émotions, communique par l'intuition, par la créativité, il va penser en images, il va penser en arborescence, il va penser simultanément, globalement. Hein, c'est ce qu'on appelle the big picture en anglais, cette manière de voir les choses de manière synthétique. Mais en tout cas, comprenez que bien que notre héritage de naissance nous permette d'utiliser les deux côtés du cerveau de manière simultanée, là où nous ne sommes pas égaux, je vous disais, la nature n'est pas égale, c'est que les expériences de vie vont le plus souvent déclencher une prédominance d'un hémisphère par rapport à l'autre, en réponse à certaines situations spécifiques. C'est-à-dire que selon la manière qu'on aura eu de vivre notre enfance, selon les expériences de vie, selon peut-être les traumas ou pas que les traumas, aussi les bonnes expériences, heureusement, mais on va solliciter plus un type de réaction, analytique ou émotif, intuitif ou rationnel. Et ça, si je vous en parle, c'est parce que plus une expérience est chargée émotionnellement, et donc ça, habituellement, ça fait appel au traumatisme, hein, le rejet, la violence, les grandes peurs, l'insécurité, bref, plus il y a de chances qu'elle soit enregistrée pour l'avenir, stockée, si vous voulez, dans notre cerveau, comme le ferait un logiciel, et plus il y a de chances que nous nous identifions automatiquement avec un seul hémisphère du cerveau lorsqu'il y aura une nouvelle occurrence de ce type d'expérience. Et ça, en modèle Psyché, selon les approches donc, que propose Psyché, on comprend que ce n'est pas juste de la psychologie relationnelle, c'est vraiment de la programmation neurolinguistique. Pour le dire en d'autres termes, c'est de la programmation comportementale. C'est-à-dire que cette dominance hémisphérique nous montre qu'il y a bien un rapport de force entre le conscient et le subconscient à ce moment-là. L'hémisphère gauche
qui cherche à contrôler, analyser, corriger, et puis l'hémisphère droit qui, lui, ressent, intuite, perçoit, intègre. Et chez certains hommes, c'est là où je reviens au sujet de base, sur le principe masculin, en tout cas chez les hommes, eh bien, il est vrai que dans l'histoire, il faudrait que je vous dise un mot là-dessus aussi, j'y pense là en faisant la vidéo, mais dans l'histoire, l'éducation a suractivé le côté gauche, c'est-à-dire la performance, la logique, l'autosuffisance, et elle a sous-nourri le côté droit, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, empathique, la réceptivité. Et voilà, je repense à ce que je voulais vous dire. Et pourquoi notamment chez l'homme, vraiment chez le masculin? Mais parce que notre histoire qui est jalonnée de guerres, de violences, d'invasions, de fronts, de fronts de lutte entre peuplades rivales et autres, c'était l'homme qui partait à la guerre. Et donc l'homme, si vous voulez, ne pouvait pas se permettre d'être faible avec un rapport émotionnel à l'autre. Il a fallu complètement euh, bypasser, court-circuiter cette partie plus féminine, donc réceptive, intuitive, émotive, pour pouvoir aller trucider, bouter du sarrasin, repousser du teuton, couper des têtes, enfin bref. Il fallait se couper de ce monde émotionnel. Donc l'homme, traditionnellement et historiquement, s'est coupé de son féminin. Mais qu'a fait la femme pendant ce temps-là? La femme qui, elle, n'était pas autant sur le front, même si y avait certainement, bien évidemment, des femmes guerrières, c'est pas ça que je dis, mais traditionnellement, la femme restait donc au village, s'occupait des fonctions et des enfants, mais pendant ce temps-là, elle s'occupait aussi des fonctions qui étaient dévolues au masculin. Donc la femme a non seulement, elle, développé son féminin, mais aussi son masculin. Elle a protégé le village, elle a été chassée, elle a été s'occuper des anciens, gouverner comment dire, pas gouverner, mais euh, mince, enfin bref, s'occuper de la vie du village et avoir ce rôle de chef aussi, de clan, etc. Donc si vous voulez, la femme, très tôt, elle, a développé ces deux fonctions beaucoup plus que ne l'a fait l'homme. Et le résultat, excusez-moi pour la digression si c'était un petit peu long, mais le résultat aujourd'hui, c'est que dans ce conditionnement des mentalités, dans ce conditionnement génétique, cellulaire, à travers l'histoire et la répétition des traumatismes, eh bien, c'est qu'il y a une incapacité à être avec, pour l'homme, donc avec l'émotion. Il y a aussi une suridentification à la pensée et à la performance au détriment du ressenti, même si ça change beaucoup, hein, je suis entièrement d'accord. On voit bien que ça évolue, que l'homme, le masculin, change. Mais on ne peut pas, comme ça, si vous voulez, en quelques décennies, en quelques années de développement spirituel ou personnel, effacer ou reprogrammer des siècles de conformisme et d'endoctrinement. Et donc, il y a, je vous le disais, une suridentification à la pensée au détriment du ressenti, et aussi une croyance inconsciente qui est que si je me relâche, ou si je m'ouvre, ou si je rentre dedans, je suis en danger, je perds ma valeur, je perds mon identité. Et donc, le subconscient qui va gérer, ça aussi c'est phénoménal, on dit, hein, je me base sur les travaux que j'ai lus, hein, moi je n'ai pas fait l'expérience, mais on dit que le subconscient gère entre 90, rendez-vous compte, et 95% de nos réactions émotionnelles, le subconscient. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous décrire là, cette, cette incapacité à être avec l'émotion, cette suridentification à la pensée, cette croyance inconsciente que si on va dans ses intériorités, dans ses ombres, dans son monde émotionnel, on perd sa valeur, on perd son identité, euh, à 95%, notre subconscient, il gère nos réactions émotionnelles. Et donc, il fonctionne sur des programmes d'enfance. Ça veut dire que sans reprogrammation, notre système, il va répéter encore et encore toute notre vie ces croyances limitantes. Alors, ce que cela implique, parce que maintenant il faut bien voir la portée que ça a au-delà du couple, mais je dirais même à l'échelle de l'individu tout au long de la vie, ce que cela implique pour un individu, et notamment dans la relation, c'est que aucune personne, même aimante, aucune personne, même patiente, ne peut se substituer à ce travail intérieur. On ne sauve pas l'autre. C'est la fin de l'ère des poissons, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais ce triangle Karpman, victime, bourreau, sauveur, maintenant il est temps de comprendre qu'on ne sauve pas l'autre, même par amour. On ne peut pas sauver l'autre, on ne peut pas initier la démarche de se guérir
On peut pousser, on peut encourager, on peut solliciter, mais on ne pourra pas le sauver. On ne peut pas le réguler à sa place. On va essayer au début, bien sûr, tout le monde l'a fait, moi je l'ai fait, et vous allez le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais on ne peut pas non plus réguler l'autre, on va s'épuiser soi à le faire. Et on ne lui rend pas service non plus d'ailleurs. L'amour ne compense pas l'immaturité émotionnelle. L'amour, ce sentiment. D'ailleurs, vous voyez, lapsus. L'amour, c'est bien sûr, il y a un sentiment d'affection et de tendresse, mais l'amour, c'est pas un sentiment. C'est aussi une attitude et une énergie qui pousse l'autre à devenir meilleur. Mais l'amour ne compense pas l'immaturité émotionnelle de l'autre. Sinon, c'est de la codépendance. Alors oui, c'est autre chose. Et le couple ne remplace pas non plus la thérapie, la régulation interne, ni le travail de conscience. Le couple, par contre, est un véritable foyer alchimique. C'est vrai que j'ai peut-être ce biais, moi, qui vis en couple maintenant depuis 12 ans et qui est souvent d'ailleurs vécu en couple avant ma situation présente, mais je crois sincèrement que le couple est vraiment le cœur nucléaire du développement personnel, c'est-à-dire que c'est là où on va accélérer notre croissance personnelle. Le problème, c'est que ça se fait en même temps, c'est-à-dire que s'il y a une immaturité émotionnelle, on va pouvoir la traiter en même temps qu'on y fait face au sein du couple. Donc ça peut être très délicat de gérer ces moments de conflit au sein du couple parce qu'il y a immaturité émotionnelle et en même temps, quand il y a de l'immaturité émotionnelle et qu'on est dans un couple, c'est là où on va pouvoir travailler le plus fort, le plus vite, parce que par amour pour l'autre, on a envie d'être meilleur, on a envie de se guérir, on a envie aussi d'apporter ce qu'on a de mieux en soi. Donc c'est vrai que la maturité relationnelle commence lorsque chacun, finalement, reprend la responsabilité de son monde intérieur, homme et femme. Donc, en conclusion de cette vidéo, euh, ce que je peux peut-être amener, puisque bon, tout ça, je vous présente des choses que vous avez entendues, j'en ai bien conscience ailleurs, mais moi je le dis avec mes mots, avec qui je suis, et si ça résonne, tant mieux. Mais pour conclure là-dessus, même si ce ne sera pas une conclusion définitive, parce que je vais refaire des vidéos et on va en faire à deux avec Com, c'est que si ces mécanismes vous parlent, de, cette question de la maturité émotionnelle vous parle, euh, et tout ce qu'on a vu dedans, eh bien, ce n'est pas forcément que l'autre n'est pas capable d'aimer. Hein, j'ai essayé, en tout cas j'espère que j'ai été clair. Ici, je ne voulais pas parler de est-ce qu'il y a amour, pas amour. C'est plutôt le signe que l'amour a besoin d'un contenant solide. Et que ce contenant se construit d'abord en soi. C'est ça la question de l'enjeu de la sagesse et de la maturité émotionnelle. C'est que il faut vraiment comprendre que la relation n'est pas un refuge pour nos blessures. On y va souvent parce qu'on trouve un réconfort et un refuge à nos blessures, Mais si on est lucide et si on est honnête avec soi, et ça demande de l'honnêteté, on se rend compte qu'on ne peut pas rester dans ce repli et dans cette zone de confort qui va très vite devenir non plus un confort, mais vraiment une situation toxique pour l'un et pour l'autre. La relation, dans ce cas-là, devient un espace, si on fait cet effort, bien sûr, de lucidité et d'honnêteté, ça devient alors un espace de rencontre avec soi, mais lorsqu'on apprend à, à s'habiter, à habiter en soi pleinement d'abord. Donc prendre conscience de ses besoins profonds, pour pouvoir emprunter un chemin qui nous convient et partager ce chemin avec l'autre. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, peut-être en introduction, on va le voir, à une série de vidéos un peu plus poussées en avant sur les relations homme-femme, sur l'énergie yin-yang au sein du couple, sur les énergies yin et yang au sein de l'individu et au sein du couple, peut-être sur la question des âmes sœurs. Ça, c'est pas forcément dans le couple, hein, c'est vraiment les rencontres d'êtres. Bon, cette question de flamme jumelle, après, il va peut-être falloir faire un peu le ménage au niveau des appellations, des tris et des termes que l'on utilise. Mais je pense que ça peut être pas mal parce que ce que l'on voit, je dis on parce que je pense à Com là, mais ce qu'on voit depuis un moment, c'est vraiment une reconfiguration forte là au sein des couples depuis 2-3 ans. Il y a des grands bouleversements et c'est assez frappant de voir des couples qui se font, qui se défont, des retrouvailles. Il y a vraiment, ça bouge beaucoup, ça bouge énormément, et c'est certainement parce qu'il y a un sujet qui cherche à émerger et des retrouvailles d'âmes qui cherchent à se faire. Donc on va s'emparer du sujet tous les deux. Moi je reviendrai dans le cadre de vidéos peut-être perso
sur ces questions-là. En attendant, bah, je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez, si ça vous aide, si ça vous inspire, si ça vous éclaire, ou pas. Enfin bref, voilà, merci de jouer le jeu avec les commentaires, les partages. Merci pour vos abonnements. Et aussi, j'en profite, c'est le quart d'heure pub, je ne vais pas m'en cacher, mais si l'approche que je vous ai expliquée, décrite en psyché, c'est-à-dire en reprogrammation euh, psychologique, psychique, vous intéresse, je propose des séances à ce niveau-là. Et le confort et la sécurité que vous avez, c'est que c'est pas de l'hypnose. Ce n'est pas de la méthode Coué où je vous demande de répéter des choses sans y croire. C'est du décodage cellulaire avant tout pour voir ce qui se joue en vous, aller justement à la rencontre de cet enfant intérieur, à la rencontre de vos croyances et de vos programmes, pour cibler ceux qui font que pour l'instant, bah, peut-être vous appuyez sur la pédale de frein, c'est-à-dire vous vous auto-limitez en entretenant des schémas qui ne vous conviennent pas, et voir comment on peut réguler cette pédale de frein, faire en sorte que vous appuyez moins dessus, pour au contraire encourager votre dynamique d'âme à aller de l'avant pour vous épanouir, aller à la rencontre de vos besoins, et aller dans l'expression de votre chemin de vie. Voilà, ça ce sont des séances aussi que je propose. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher de moi soit par mail, soit sur le site, et on en discute, ou vous prenez rendez-vous et on fait le job, quoi. Voilà. Merci beaucoup, je vous laisse là et je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Salut!